et la vente en ligne. Vous suivez toute cette journée en direct live sur le plateau de Décideur TV pour rendre compte de ce colloque NPA Le Figaro, NPA Conseil qui fête ses 15 ans et qui, pour le coup, a décidé en effet de faire ce live pour rester au plus près de l'événement. On va parler élections. Un vrai sujet qui va nous occuper pas mal, et notamment les deux personnes qui se trouvent à ma droite, en l'occurrence Catherine Nel. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'info chez TF1. À vos côtés, Marie-Ève Malouine. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez LCP Assemblée nationale. Donc toutes les deux, ça va être votre quotidien, presque vos nuits, vos week-ends, j'imagine, cette montée en puissance vers 2007. Mais avant de voir ce que vous envisagez ou comment est-ce que vous voyez évoluer les choses par rapport aux élections françaises, bien sûr, j'ai envie de vous interroger sur la surprise Donald Trump. Est-ce que c'était une surprise? Comment vous l'avez vécu, vous, cette arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Comme une répétition, finalement, sans doute, de ce qu'on a vécu au moment du Brexit. C'est-à-dire que peu de temps avant, on se dit ça pourrait quand même arriver, mais ça n'arrivera pas. Et puis c'est arrivé de nouveau avec les élections américaines. Voilà. Et très concrètement, ça veut dire qu'il faut se réorganiser à la dernière minute, ou tout était déjà prévu, il y avait quand même le plan B d'organiser? Les équipes sont positionnées de toute façon pour que ce soit la couverture maximale, que ce soit Hillary Clinton ou que ce soit Donald Trump. Donc ça ne change rien au traitement, si ce n'est, je pense, dans l'angle des sujets, dans la pédagogie qu'il y a à faire, justement, plus particulièrement sur les sondages, sur les médias, sur des États qui ont voté majoritairement pour Donald Trump, sur l'analyse de ce vote. Parce que qui a finalement voté pour Donald Trump ou qui n'a pas voté pour Hillary Clinton? Et la vôtre, comment est-ce que vous analysez ce coup de tonnerre? Je pense qu'il y a sans doute des choses qui ne sont pas remontées suffisamment auprès à la fois des instituts de sondage et puis sans doute aussi des médias américains. Il y a aussi, je pense, une partie du vote qui s'est fait peut-être au dernier moment, avec tout ce qui s'est passé quand même sur les élections américaines, et notamment avec cette histoire du FBI, notamment cette question du mensonge qui a quand même un peu pollué la fin de campagne d'Hillary Clinton. Et je pense que des gens qui, assez naturellement, auraient dû voter pour Hillary Clinton ne sont pas allés voter ou ont voté pour Donald Trump. Marie-Ève, même question. Comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors honnêtement, moi j'étais assez surprise, plus que par le Brexit où il y avait un suspense. Là, je ne l'ai pas vraiment senti venir sur l'élection de Trump. Nous, comme on a une matinale qui commence qu'à 8h30 et qu'on n'était pas aux États-Unis, on était dans le décryptage, donc ça valait pour l'un comme pour l'autre. Sur l'interprétation, je pense qu'il y a une part ça traduit une distance et un problème entre la presse, ses analyses et le pays. 194 médias sur 200 pour Hillary Clinton. J'imagine que quand on est à vos postes, on se pose des questions aussi. On se dit... Je pense que ça a accentué ce qu'elle représentait, c'est-à-dire un système dans lequel elle était depuis longtemps. C'était la femme de Bill Clinton, donc elle était là depuis très longtemps. Quand on la voyait, on voyait aussi son mari. Et je pense que ça a joué dans le rejet d'un système. Avec ce qu'on n'a pas perçu en France, c'est que Trump, c'est aussi le rêve américain. C'est quelqu'un qui s'est construit. On peut juger le personnage comme on veut. Il a réussi. C'est quelqu'un qui a réussi aux États-Unis. Et ça, c'est positif. Mais vraiment, la leçon pour nous que je retiens vraiment, c'est cette distance entre les gens, les électeurs, et les analyses qui en sont faites et ce qui représente aux yeux des gens un système qui englobe aussi bien les politiques que les médias. Et c'est ça qui est une leçon pour nous. Rémi, de NPA Conseil. Oui, il y avait pendant le débat juste avant, la table ronde à laquelle vous avez participé, une réflexion assez intéressante aussi sur le journaliste, comment il a été pris dans cet ouragan. Et il y avait un terme de comment je l'ai noté parce que ça m'a vraiment marqué, la personnalisation et la rationalisation du voteur, quoi. Enfin il y avait un élément important qui était de se dire finalement c'est trop rationnel, on ne pourra pas voter
pour lui, ou comme en France, finalement, on ne pourra pas voter pour le Front National ou Marine Le Pen. Et c'est quasiment une méthode couée de se dire on n'y arrivera pas, ça ne se fera pas. Et finalement, au bout du compte, on voit que ça s'est fait. Oui, alors je pense qu'il y a quand même quelque chose de très différent, non pas forcément entre les Américains et les Français qui votent, mais déjà au niveau des médias, puisque la question était posée sur les médias, je pense que les médias américains sont des médias d'opinion, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la presse écrite. Beaucoup moins, malgré tout, en France. Vous savez, des médias d'opinion, et notamment dans la presse écrite, ce n'est pas le cas des médias audiovisuels. Et je pense que, quelque part, ça change un peu quand même la façon dont vous mettez d'un côté, très affirmé, et dont tous vos éditorialistes vont, à un moment donné, prendre fait et cause, même s'ils gardent un petit peu leur côté journalistique, mais quand même s'engager beaucoup dans une campagne. C'est le cas des médias américains. Mais quand on entend le discours d'une Marine Le Pen qui se dit victime des médias, il y a un peu de ça quand même, de cette résonance aussi, même en France. Je pense très honnêtement que ce n'est plus le cas. Marine Le Pen est invitée par tous les médias prenant en compte le fait que selon les élections, entre 20, 25 et peut-être parfois un peu plus % de la population française, à un moment donné, s'est exprimée pour le Front National. On ne peut pas, à ce degré-là, ignorer la personne qui porte ses idées. Je pense que ce côté victimisation est maintenant un petit peu plus du marketing qu'autre chose. C'est pas la réalité. Marie-Ève, si on faisait un jeu de transposition, qui est Clinton, qui est Trump dans la campagne française ? Je pense que c'est un jeu impossible à faire parce que l'élection de Trump était vraiment une surprise aux États-Unis. En France, on a déjà eu 2002, dont les gens se souviennent, donc on ne peut pas exactement transposer. Aux États-Unis, on est toujours dans du bipartisme, alors qu'en France, on a multitude de candidats potentiels, ce qui fait qu'à 6 mois de l'élection, on ne sait toujours pas qui seront les candidats. Donc c'est très difficile de transposer. On est dans un système qui évolue différemment. C'est-à-dire que maintenant en France, on a 3 partis ou 2 partis principaux qui ne seront plus les 2 partis principaux qu'on avait les années précédentes. Donc je pense que c'est très difficile de transposer. Et ce que vous disiez sur la rationalisation aussi, en 2002, on l'a eu. L'idée qu'on avait tous les éléments pour dire que Jean-Marie Le Pen pouvait être au second tour, mais personne ne l'a formulé. Alors qu'avec ce précédent, je pense qu'on ne sera pas dans la même hypothèse en 2017 de se dire si Marine Le Pen est au second tour, elle ne passera pas la barre. Je pense que ça, et l'élection de Trump peut aider à ça aussi. Je pense que ça, c'est en train de disparaître des esprits. Si Marine Le Pen est au second tour, elle peut. C'est une possibilité qu'elle gagne la présidentielle. Nous avons des élections intermédiaires aussi, beaucoup plus en France, qui font qu'on observe un petit peu plus la puissance ou la montée en puissance de tel parti par rapport à un autre. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de sans doute un peu plus constant que des élections américaines où ils groupent tout le jour de l'élection présidentielle, les référendums, l'équivalent de nos législatives, etc., etc. Mais ils ont 2 ans de primaire. Oui, il faut aussi l'occuper et ça nous ramène un petit peu au sujet français. Donc de cette campagne qui n'en finit plus et qui n'est même pas encore commencée. Moi, je me demande, Mme Malouine, comment vous allez faire quand il va falloir attaquer les législatives directement après les présidentielles ? Dans quel état vous allez être ? Question personnelle ou pour la rédaction ? Je parle bien sûr de LCP. Oui, pour LCP, qui est une petite chaîne avec peu de moyens, on essaie d'anticiper et justement d'organiser les choses au mieux en amont, parce que autant la présidentielle et la campagne, l'élection suprême pour tout le monde, et pour nous, les législatives sont exactement au même niveau que la présidentielle. C'est vraiment la campagne plus l'élection, plus la mise en place de la nouvelle Assemblée. Donc on sait qu'à partir de janvier, on rentre dans une ligne droite qui mène jusqu'en juillet. Donc on essaie d'organiser les choses au mieux pour que les gens soient pas trop fatigués. Mais en même temps, ils sont portés aussi par l'enjeu c'est vraiment notre terrain, les législatives. Est-ce que cette élection de Donald Trump vous interroge sur la façon de couvrir cette campagne qui s'annonce ? Est-ce que vous avez déjà pris des mesures ou des réflexions sont en cours ? Alors, non, parce que je pense que ça fait un moment qu'on s'interroge, pas simplement sur la façon de couvrir une élection, mais sur la façon de représenter au mieux la société française dans sa diversité, à travers nos journaux. Dans sa diversité, je ne parle pas simplement de la diversité couleur de peau ou genrée, mais la diversité dans les expressions de la société française, les expressions au niveau de voilà, toutes les sensibilités politiques. Donc c'est un métier, c'est un travail que nous faisons avec la rédaction au quotidien.
sur les journaux et qui doit effectivement jouer sur les élections. Mais on ne découvre pas ça le jour de l'élection. Ça se prépare en amont. Je dirais que ça conforte notre stratégie qui est de décrypter, de chercher moins les effets clivants et les événements chocs sur l'antenne plutôt que de donner du temps, de prendre le temps d'expliquer les choses. Et pour nous, dans l'élection de Trump, ce qui a été très encourageant, c'est que la matinale qu'on avait le lendemain à 8h30, LCP qui n'est pas sur place, qui n'est pas aux États-Unis, on a quand même doublé notre score. Et donc, par le décryptage, par le fait qu'à partir de Paris, avec des députés, on a essayé d'expliquer, de comprendre en tout cas, ou de poser les questions sur ce qui s'était passé aux États-Unis, et qu'il y a des gens qui sont venus parce que ce qui se faisait sur LCP était intéressant. Donc pour nous, c'est encourageant sur la méthode qu'on met en œuvre, et qu'on va mettre en œuvre davantage sur les élections, qui est de prendre le temps d'expliquer, de comprendre les choses. Moi, je voudrais reparler un petit peu format télé, parce que c'est quand même un des éléments clés. Toutes les nouvelles émissions politiques sont lancées avant la nouvelle mouture qui interviendra d'après-primaire. On observe quoi finalement? Il y a de l'événementiel avec ces fameux 3 débats des primaires qui font entre 5 et peut-être un peu plus millions de téléspectateurs. On a des magazines qui font la moitié moins d'audience. En gros, selon la personnalité, bien sûr, il y a des creux et des vagues. Donc on réinvente un peu les formats de magazines en amenant différents outils plus modernes, les réseaux sociaux, et des sondages, etc. Mais est-ce que c'est suffisant pour renouveler le discours politique qu'il y a en face? Alors je dirais que ça, c'est pas tout à fait entre nos mains. Moi je dis toujours que pour faire une bonne émission, il faut un bon concept, mais il faut de bons politiques en face. Parce qu'un joli concept sur le papier, ça peut être totalement détruit par, à un moment donné, une prise de parole qui n'est pas affirmée, quelqu'un dont on voit très bien qu'il n'est pas sincère, qui refuse la discussion, qui refuse d'entrer dans certaines thématiques. Donc une bonne émission, c'est interactif. Ils n'ont pas changé les politiques, ils restent les mêmes, un peu à l'ancienne. Je pense que nous n'avons pas une classe politique, en tout cas qui arrive là, enfin qui est en responsabilité et qui est, et même sur le papier, on voit la primaire au niveau de cette volonté d'arriver de nouveau pour certains ou enfin pour d'autres aux responsabilités. On n'a pas une classe politique qui s'est beaucoup renouvelée. Donc effectivement, on est un peu sur les mêmes problématiques et sur parfois un manque sans doute que relèvent les téléspectateurs ou les auditeurs ou même les lecteurs de la sincérité de l'engagement ou de la réelle efficacité des solutions mises en œuvre ou proposées. Maria, vous trouvez aussi que en effet, il y a cette classe politique qui finalement n'est pas à jour, même si vous essayez de faire des efforts dans les médias pour les interviewer de façon différente, les sonder d'une façon innovante, ils restent un peu dans le monde ancien? Je dirais que ça dépend desquels. On a un personnel politique, un certain cercle qui est habitué des médias, qui sait qu'il faut faire du clivant, qu'il faut s'opposer à la personne qui est en face pour que ça crée la tension et que les gens restent. Et puis nous, on va chercher d'autres responsables politiques au niveau de l'Assemblée qui sont des députés, qui travaillent leur dossier, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les médias et que l'on fait venir pour parler de leur dossier sans chercher la polémique, mais sur des sujets plus concrets, on va dire entre guillemets concernants pour les gens. Il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'Assemblée, d'auditions, d'enquêtes, et on y accorde une large place, et ce sont des choses qui, à notre niveau, fonctionnent en termes d'audience. Ça suscite un intérêt, parce que là, on est vraiment dans le concret. Et des sujets qui, parfois, peuvent paraître assez rébarbatifs, arrivent à trouver leur public, et c'est ce qu'on va essayer de conforter, de creuser davantage pour l'élection, parce qu'on ne va pas rivaliser avec les chaînes d'information qui ont des moyens beaucoup plus supérieurs. Vous n'avez pas les mêmes invités déjà, enfin, même si vous recevez les cadors, mais les cadors viennne faire le show sur les grandes chaînes nationales, et il y a peut-être beaucoup plus de fond sur le fond du dossier ou... Alors, pardon, je ne vais pas répondre. Je pense que ce n'est pas une question. Ils ne viennent pas faire un show où ils ne seraient que dans la forme et pas dans le fond. Ça dépend aussi des questions qu'on leur pose. C'est pour ça que je vous parlais voilà, il faut être deux. Un qui pose les questions et l'autre qui répond. Mais 1 minute 30 pour répondre à...
questions, tous la même. Mais on peut faire, C'est, enfin, dans les thématiques qui ont été abordées, et je parle du débat qui a été diffusé sur TF1, nous étions sur des problématiques économiques et sociales très pointues. Certains d'ailleurs parfois nous ont reproché d'être un peu trop pointus. Et puis sur des thématiques d'identité, d'intégration, d'assimilation, qui sont des thématiques aussi très très compliquées. On peut en 1 minute 30 à la télévision attaquer le fond, parler du fond. Ça n'est pas qu'une question de durée. On peut tout dire, il faut juste trouver les bons mots, trouver la bonne synthèse et le faire. Mais on peut parler du fond. Je ne pense pas que les hommes politiques viennent sur les grandes chaînes pour uniquement faire du buzz et viennent sur les chaînes info pour parler du fond. Je pense qu'on est un peu entre les deux et que c'est beaucoup une question de positionnement de l'émission et de la nature aussi, de l'interrogation aussi qu'on leur adresse. Un des enseignements de cette élection américaine, c'est aussi que rien n'est jamais écrit et que c'est difficile d'anticiper que les gagnants annoncés trop longtemps à l'avance, et on l'a vu en France aussi avec des Jospin, avec des Balladur, parfois peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Est-ce que du coup, vous avez une petite idée, des pronostics pour ce qui va se passer? Moi, je ne risque jamais à ce jeu-là. Je pense que là, on ne sait même pas encore vraiment qui va être candidat, qui va gagner la primaire à droite, qui sera candidat à gauche, est-ce qu'il y aura des candidats et même sur la primaire à droite, par la exemple, gauche. vous n'avez pas de pronostic? Je parle pas des pronostics. favoris, enfin, moi, je fais jamais de pronostics. En plus, moi, je préfère observer, essayer de comprendre. Et bien souvent après, je me dis il y avait tel et tel et tel événement qui mène à ça, et on fait différentes hypothèses, mais là, elles sont assez multiples et incertaines. Donc je ne me prendrai pas le risque d'un pronostic. Non, je crois que ça n'a jamais été finalement aussi ouvert. À moins de 6 mois d'une élection, je crois qu'on ne peut pas être totalement dire qui sera candidat à la présidentielle 2017. Et je ne suis pas sûre que 6 mois avant, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on ne le savait pas. Là, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, donc forcément. On le voit même sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. Il y a ceux qui disent, comme nous, on était d'accord là-dessus, pour dire que c'est la sincérité, l'authenticité qui va jouer, alors que d'autres pensent que c'est plus le projet, la confiance qui va être déterminant. Donc même les candidats ne savent pas eux-mêmes quel est l'argument massu qui va l'emporter, donc sinon ce serait trop simple. Merci beaucoup, mesdames. On vous souhaite bon courage pour cette période qui s'ouvre. C'est à la fois exaltant et en même temps parfois un peu fatigant, mais on est sûr que vous allez nous informer au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.